Nous allons commencer tout de suite avec le premier débat. Donc Daniel Burceau a le privilège de rester. Et donc le plaisir aussi d'accueillir, bien entendu, Valéria Formenthian, donc qui nous avait fait le plaisir de venir l'an dernier pour nous présenter en avant-première. On s'installe. De toute façon, Valéria, on n'arrivera pas à faire un homme, une femme sur ce premier grand débat. On n'a pas été bon, donc, mais on va arriver à se répartir. Jean-François Médina de HERE, qui est directeur acquisition des données Europe de l'Ouest. Le plaisir aussi d'accueillir Bertrand Montubert, donc président d'OpenIG et d'Occitanie Data. Gaël, j'ai pas vu Gaël. Ah ben c'est normal, voilà. Qu'est-ce que tu étais parti hacker encore? Gaël Musquet. Alors Gaël, je sais plus du tout comment le présenter. Donc hacker, voilà. Bon ben voilà, c'est bon, hacker. Thierry Pesin, donc directeur recherche et développement de business géographique. Et Eric Talgot. Il est où Eric? Il est là-bas, voilà. Donc PDG du groupe Géofit et qui est aussi trésorier, c'est ça, trésorier d'Afigéo. C'est pas forcément le rôle le plus facile. Alors. Alors, hop, je change de posture, je change de micro. Formidable. Alors, effectivement, à l'occasion des Geodata Days l'an dernier, on avait ouvert les discussions autour des données souveraines. C'était le cœur de l'actualité, ce qui nous avait amené à parler des communs numériques, de coopération, etc. Un an plus tard, chacun a eu le temps de s'approprier les 28 recommandations du rapport, dont certaines sont déjà en cours de mise en œuvre, et on va le voir tout de suite. Aujourd'hui, ce que nous avons souhaité, c'est pousser un petit peu plus loin la réflexion, en s'interrogeant collectivement sur les acteurs de l'information géographique d'aujourd'hui et demain. Et comme vous l'avez vu, rien que par les présentations au niveau des discours d'ouverture, ça bouge. Des acteurs autrefois historiquement concurrents passent des accords, se marient, se regroupent, et ça c'est intéressant. On le sait maintenant, les géodatas, on l'a tous compris, elles sont là, elles sont partout, elles sont dans nos smartphones, elles sont dans nos voitures, elles sont dans nos cartes, elles sont dans les politiques publiques qui permettent à des trains et à des routes de faire qu'on peut se rassembler ici. Et donc voilà, il y a tout cet écosystème de producteurs, écosystème de transformateurs, d'utilisateurs. Voilà, il y en a plein qui sont ici sur cette scène aujourd'hui, des gens qui participent à ce vaste marché. Est-ce qu'ils y seront dans 5 ans? Si on recommence la même question, je ne sais pas. Feront-ils le même métier? Je ne sais pas. Parce que les forces à l'œuvre sont importantes. Il y a plein de défis. Je pense qu'il y en a un qui est très important, qui est celui du véhicule autonome, qui risque d'être structurant. Après, il y a plein d'autres effets, plein d'autres éléments. L'open data, qui crée des problèmes qui est intéressant et qui crée des problèmes de modèle économique. Le cloud, des acteurs nouveaux qui arrivent. Comment financer de l'innovation, comment être toujours à la pointe. C'est pas évident. On parle pas encore des BATX dans notre domaine. On se contente à parler des BAFAM. Peut-être qu'on devrait commencer à s'en préoccuper. Donc, les BATX, c'est-à-dire c'est ce pôle d'acteurs chinois, des géants du numérique chinois. Et puis, le problème simplement du prêt à payer pour de l'information géographique. Ce qui est très intéressant, c'est que tout le monde dit, si vous ouvrez les journaux, c'est la valeur de la donnée, ma donnée personnelle vaut de l'or, etc. Mais finalement, quand on demande aux gens de payer de l'information géographique, ça devient de plus en plus dur. Donc il y a peut-être une petite contradiction. Voilà, on va parler de tout ça et comme vous avez pu le constater, avec un super panel d'intervenants. Je vais demander à chacun de se présenter lui-même en une petite minute, top chrono. On fait comme ça et ensuite, allez, à toi l'honneur. Alors, je suis Gaël Musquet, je suis l'ancien président fondateur d'OpenStreetMap France, projet de cartographie libre.
Après avoir fait mes classes au ministère de l'écologie, au CEREMA, feu le CT Méditerranée, la région Île-de-France, la fonderie. Je suis hébergé aujourd'hui par l'armée de l'air sur la base aérienne 105 sur du hacking éthique. Alors, c'est un mot qui fait souvent peur. Il en manque 1 million en Europe. Notre rôle, c'est d'assurer un peu le système immunitaire, comme le dit Keren Elazari, de l'Internet. Et pas que, puisque cet Internet est présent partout, y compris au travers de la distribution des données. Donc, contribuer à la sécurité de l'Internet, c'est contribuer à la sécurité des villes. Donc, mon rôle aujourd'hui au sein de l'association que j'ai fondée, AND, c'est de travailler sur les aspects de prévention des catastrophes majeures, puisque mon métier initial, quand même, c'est la météorologie. Donc, je reviens à mes amours. On a quand même énormément besoin de données cartographiques. Voilà. Merci. Thierry Pesin, donc directeur R&D de Business Geographic. En quelques mots, Business Geographic, donc Damien l'a dit très bien tout à l'heure, est un éditeur. Je crois qu'on est le seul éditeur qui sera représenté dans ce débat, d'une plateforme d'information géographique nommée Géo, qui se caractérise par un générateur d'applications et qui se place dans la partie géodata comme étant l'outil permettant de créer, de consulter et d'analyser toutes les données. On n'est pas producteur de données en tant que tel, mais on permet à nos clients de les produire et de les consommer. Oui, bonjour, Jean-Vincent Milina, Société IR Technologies. Géographe de formation. Il y a 30 ans, j'étais au GIP Reclus à Montpellier. Voilà. Et IR Technologies, c'est 30 ans d'expérience sur les services de localisation et de cartographie numérique. Donc, on est présent à peu près dans 200 pays dans le monde. C'est entre 9 et 10 000 personnes qui travaillent dans cette entreprise. Et on a à la fois une entreprise globale et on est une entreprise locale, puisque nous avons une agence à Lille, à Toulouse, à Paris, ensuite à Nantes, à Marseille. Donc global et à la fois local. Donc on reviendra un petit peu plus dans le détail un peu plus tard. Voilà. Super. Bertrand. Bonjour, Bertrand Montubert, je suis président d'OpenIG, qui est le CRIGE de Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, ou Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, qui s'appelle maintenant donc la région Occitanie. Ça s'appelait avant SIG LR. Je suis aussi président d'Occitanie Data, et je fais tout ça avec ma casquette de conseiller régional de la région Occitanie. Et je ne suis pas géographe, je ne suis pas géomaticien. Je suis justement débutant dans cet univers absolument magnifique des géodata, et je suis mathématicien de formation, donc quand même avec un intérêt pour la donnée et dans toutes ses formes. Bien, écoutez, je ne vais pas me représenter puisque j'ai suffisamment parlé de l'IGN. Je passe la parole à mon voisin. Bonjour à tous. Donc moi, Éric Talgotte, donc je représente à la fois la FIGEO et au pôle entreprise, les entreprises qui travaillent dans tout ce qui est acquisition de données géospatiales et traitement, mais également et forcément ma société, Géofit, qui en fait est une société qui acquiert de la donnée géospatiale, mais qui l'enrichit et qui autour de ça apporte de la valeur ajoutée métier, qui va permettre à nos clients d'analyser cette donnée pour pouvoir prendre des décisions, qui va permettre à nos clients de gérer un patrimoine et en clair pour pouvoir anticiper le futur. Alors cela peut concerner forcément une ville, un territoire, mais pas seulement, ça peut être également une infrastructure, un réseau d'énergie, voire un bâtiment. Voilà. Merci. Alors Valéria, vous voyez que nous avons autour, ici sur cette scène, des producteurs, des utilisateurs, des gens qui fournissent, enfin la géodata elle ne sert que si l'on s'en sert, donc qui fournissent les logiciels, les gens qui essayent d'organiser le partage, les données souveraines. Un an après votre rapport, est-ce qu'on peut revenir un peu dessus ? Et où est-ce qu'on en est ? Comment vous voyez, vous, maintenant, les choses avec cette année de recul ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation et bravo pour le succès. On était un petit peu moins nombreux l'année dernière, donc on voit à quel point ça commence à prendre place dans la profession. Donc moi, je suis Valéria Formuntian, députée de la Loire et ce qu'on appelle maintenant communément une des députées numériques. Hein, ça commence à rentrer dans le vocabulaire de l'Assemblée nationale. On a mis un petit moment à se faire attribuer ce titre, mais au moins on est reconnu pour notre travail sur le sujet. Donc j'ai été nommée par le Premier ministre pour une mission
En ce qui concerne les données géographiques souveraines, que j'ai rendu le rapport que j'ai rendu le 20 juillet l'année dernière. Donc, j'ai pas pu dire grand-chose à l'édition précédente. Donc, à part le pourquoi de ce rapport. Donc, je vais passer très vite parce que vous êtes bien plus nombreux et donc je pense que tout le monde n'a pas entendu la première version. Et je vais vite passer au comment on met en œuvre les recommandations de ce rapport. Donc, pour rappel, le contexte, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les données géographiques sont extrêmement importantes. Elles sont dans toutes les innovations. Elles sont liées à la souveraineté nationale. Elles sont liées au déploiement des politiques publiques sur l'ensemble du territoire. Elles sont liées à la mobilité, à la santé, à beaucoup de choses. Donc, impérativement, il fallait qu'on se penche sur quelle est la place de chaque acteur, quels sont les enjeux de souveraineté pour l'État, parce que quand on prend une décision, qu'elle soit dans un ministère ou dans les services déconcentrés de l'État, elle est géolocalisée et sur quoi se base-t-on pour prendre ce type de décision. Donc, dans la lettre de mission, on m'a demandé, le Premier ministre m'a demandé quelle est la stratégie, quelle est la place des acteurs, qu'est-ce qu'est la souveraineté d'une donnée géographique. Donc, dans le cadre de l'action publique 2022, transformation des services de l'État, la numérisation, il fallait qu'on trouve des solutions pour améliorer l'efficacité de la globale dans le rapport entre les administrations et les collectivités. Quelle est la place de l'hygiène dans tout ça, parce que c'est un institut qui est important, mais qui avait petit à petit, au gré des politiques diverses et variées, a été ballotté de vous devez vous débrouiller tout seul, mais vous devez être au service des autres, et ainsi de suite. Donc, à force, il fallait lui déterminer une place centrale. Et comment rationaliser la production et la certification des données géographiques souveraines. Donc, on a auditionné une centaine de personnes, on a reçu une trentaine de contributions écrites, donc principalement les acteurs des directions ministérielles, des collectivités territoriales, des sociétés privées, des sociétés publiques, des établissements publics, afin de pouvoir élaborer les 28 propositions. Donc tout d'abord, définir la donnée géographique souveraine. La définition, elle est vaste, elle est souple, parce que si on met un carcan sur une définition, on se retrouve avec les politiques derrière qui sont engagées de manière très rigide. Et aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on ne peut pas se permettre cette rigidité, ça ne fonctionne plus. Donc, on l'a défini de manière suivante. Par son indépendance, c'est-à-dire que l'État ne doit dépendre de personne pour maîtriser la donnée, c'est-à-dire la production, l'acquisition, le stockage, l'élaboration, la qualification, la mise à disposition. Et son autorité par la logique d'influence, pas par l'autorité venant d'en haut, donc plutôt par sa qualité, exhaustivité, fiabilité, précision, fraîcheur, et son caractère documenté, avec des métadonnées nombreuses et de qualité. Ensuite, il fallait définir le rôle de chacun, comme je vous disais, donc le rôle du Conseil national d'information géographique et le rôle de l'Institut géographique national. Pour moi, pour nous, pour l'équipe, parce que c'était un travail collectif, le CNIG doit incarner la gouvernance de la donnée géographique. Il doit avoir le rôle de coordinateur et d'animateur, de manière interministérielle, parce que si on ne définit pas une politique de production au niveau interministériel et en collaboration étroite avec les collectivités et notamment les régions qui sont aujourd'hui les productrices, on ne pourra pas avoir une logique de couverture de l'ensemble du territoire d'une part, et d'autre part, on ne pourra pas répondre aux problématiques réelles
du terrain, les besoins réels des consommateurs de données géographiques, et on ne va pas stimuler l'innovation sur les territoires. Donc, il était impératif de positionner le CNIJ donc en interministérialité, en gouvernance, et le doter d'une expertise numérique qui est primordiale aujourd'hui. On ne peut pas parler de données sans parler du numérique. Et puis, derrière, déployer auprès des CRIJ cette logique de gouvernance, parce que c'est au plus près on sera du terrain, au mieux on aura une gouvernance qui correspond aux besoins des acteurs. Donc, depuis que le rapport a été rendu, beaucoup de réunions interministérielles ont eu lieu pour définir donc les actions à mener pour l'application de ces 28 recommandations, et notamment au mois de juillet, on se verra pour acter cette nouvelle gouvernance de la production de la donnée géographique au niveau national. Et puis l'IGN. L'IGN, on a entendu beaucoup de choses sur l'Institut, mais ce qui a été unanime, c'est son expertise et la qualité de son travail. Donc, évidemment, on ne pouvait pas dire autre chose que l'acteur est incontournable de par son expertise. Donc, on l'a placé en standard, en lien avec le CNIJ et les instances européennes internationales. Donc, définition du standard des données. Ensuite, certification des données. L'expertise de l'IGN doit être connue de tous, et puis l'IGN doit la partager surtout avec l'ensemble des acteurs pour qu'on ait une continuité finalement territoriale, pour qu'on ait une interopérabilité des données qui sont produites, parce que qu'est-ce qui est important pour l'État, c'est de pouvoir avoir une vue d'ensemble et pas une vue morcelée de son territoire. On ne peut pas mener des politiques publiques en ayant des données partielles ou pas interopérables. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous prenez votre voiture, vous changez de département, vous changez de région, vous avez les mêmes panneaux, vous avez les mêmes marquages au sol, vous ne changez pas de pays. Donc, normalement, il y a une continuité. Eh bien, ce n'est pas le cas sur le papier en termes de données géographiques. Donc, il était important que tout le monde puisse appliquer le même standard et se faire certifier ces données auprès de l'IGN. Et puis, évidemment, l'accompagnement, l'IGN étant expert et possédant une école, doit pouvoir déployer sa connaissance auprès des autres acteurs, justement pour qu'on ait la meilleure qualité de production possible par la suite. La question qui se pose derrière, c'est comment on finance tout ça, parce que c'est beau de faire des propositions, mais qui sait qui finit par payer à la fin. Donc, il m'a semblé primordial de se donner les moyens de nos ambitions. On ne peut pas avoir une politique nationale sans lui donner les moyens d'exister. C'en est dangereux. Si on veut de la souveraineté, c'est logique de se la financer. Donc, on est parti dans cette optique. Donc, principe de gratuité, de la mise à disposition des données géographiques souveraines. Donc, faire couvrir par la subvention pour charge les dépenses de fonctionnement et de personnel consacrées par l'IGN à la production de données géographiques souveraines. Que l'IGN n'ait plus recours aux licences payantes, mais à partir de 2022, parce que le modèle économique étant modifié, bouleversé même par rapport à ce qu'on demandait à l'IGN auparavant, et il faut du temps pour mettre tout ça en œuvre. Et puis, on sait que ces propositions ont été confirmées par la Cour des comptes et que le Premier ministre a confirmé la gratuité à l'horizon de 2022 et la création d'un guide méthodologique par la DINSIC qui est en cours de rédaction.
Et donc, on aura une circulaire du Premier ministre à l'adresse des services déconcentrés de l'État, donc les préfets, sur les moyens dédiés à l'information géographique dans leurs services. On va passer aux choses drôles. Cadastre, PCRS, BAN. Et cette circulaire, elle est attendue pour quand ? Laissez-nous arriver. Prochainement. On espère d'ici la fin de l'année. On espère. Mais c'est vrai que techniquement, il faut être très vigilant à la façon... Enfin, une circulaire, c'est un ordre. Donc, il faut être vraiment vigilant à la façon dont on le déploie au bon moment, avec les bons termes, pour que ce soit efficace à la fin. Donc, parfois, ça prend un peu de temps. Mais on avance, et on avance bien. Ensuite, proposition de l'organisation des services publics, donc le déploiement d'une logique de coopération interministérielle. Et là, comme je vous disais, on passe aux choses drôles. Cadastre, PCRS, BAN, on revient toujours aux mêmes choses. Donc, comme l'a déjà dit Monsieur Burceau, et comme il le redira encore au cours de ces 2 jours, les travaux sont en cours. Quand il s'agit d'une logique interministérielle et quand on a énormément d'acteurs autour de la table, on sait à quel point le dialogue est complexe, pas forcément compliqué mais complexe. Donc il y a la défense des intérêts de chacun. Donc il y a des missions qui sont en cours, notamment pour le cadastre. Il y a des travaux qui ont été réalisés en ce qui concerne le PCRS et donc ça avance plutôt bien. Pour la BAN, on verra, mais c'est en cours. En tout cas, le dialogue sain a été établi entre plusieurs acteurs, et donc on va de toute manière aboutir, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça, tout le monde en est conscient. On ne peut pas laisser les choses telles qu'ils étaient il y a quelque temps de cela, c'est-à-dire en difficulté et dans un immobilisme finalement. Donc il y a une réelle volonté politique, il y a une réelle volonté des acteurs de trouver des solutions, donc c'est en cours de travaux. Et puis la géoplateforme, l'IGN a fait un travail formidable là-dessus. Vous l'avez déjà présenté, Monsieur Burceau, donc je ne vais pas revenir dessus. Comme je vous disais, donc la mission pour le transfert des services topographiques de la DGFiP à l'IGN est en cours. Elle sera rendue courant l'été. Donc, on a déjà une petite idée de ce que ça donne, parce que c'est un sujet particulièrement complexe, chargé d'histoire, de 2 établissements, enfin... Alors, pour moi, j'ai pas eu de retour directement de la mission, donc il y a ça a été pris au sérieux en tout cas. C'est pas une mission cosmétique, c'est pas une mission qui dit finalement on n'y aboutira pas parce que c'était une mauvaise idée au départ. Non, il y a un réel travail qui a été fait de réflexion, de transfert de personnel, de moyens, de logique entre les deux. Maintenant, je ne peux pas vous vendre les conclusions que je ne connais pas encore, et en plus d'une mission que je n'ai pas pilotée. Donc, on va être prudent et on va attendre le rendu de des conclusions de cette mission qui devrait intervenir de toute manière avant le projet de loi de finances, puisqu'il y a une logique financière de distribution qui va être engagée. Donc, on va tout faire pour l'avoir avant. D'accord. Voilà, donc des travaux en cours. Moi, quand j'avais présenté le rapport aux différentes instances, que ce soit le conseil d'administration de l'IGN, que ce soit le CNIJ, à chaque fois, j'ai eu un retour un énième rapport, un rapport de plus. Est-ce que ça va avancer ? Aujourd'hui, je ne sais pas ce que pensent les acteurs qui ont vécu les précédents rapports. Moi, à ce stade, je trouve que le travail a été fait en profondeur. Il y a vraiment on a pris la mesure de la disruptivité des nouvelles technologies et de l'arrivée des acteurs, de
la souveraineté a été prise en considération. Il y a une vraie logique aussi de couverture territoriale et de développement des innovations. Donc, je pense que c'est pas un énième rapport. Alors, je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais je pense que c'est pas un énième rapport parce que vu la dynamique des réunions interministérielles qui s'enchaînent et qui produisent des résultats au fur et à mesure, il y a une mise en œuvre. Évidemment, on pourrait forcément aller beaucoup plus vite que ça et on aimerait toujours que ce soit plus rapide. Il faut pas oublier que on bouge quelque chose qui était immuable depuis un petit moment. On le bouge en profondeur, on change une logique d'approche. Donc, ça prend forcément du temps. Parce que sinon, on perd des acteurs au passage. On perd aussi le formidable personnel des institutions et des ministères, parce que si on leur dit de but en blanc vous devez changer de logique, ça marche pas comme ça. Donc il y a une transformation qui prend du temps, mais elle est en cours et elle est en bonne voie. Voilà. Merci beaucoup. Alors tout de suite on va enchaîner les questions et en partant de ce rapport. Alors ce concept de données souveraines qui est très compréhensible et qui résonne pour chacun d'entre nous. Effectivement, comment faire en sorte pour n'exclure personne? Et j'ai envie de me retourner vers Monsieur Medina et puis vers Gaël Musquet. C'est-à-dire, d'un côté, vous êtes un acteur privé à dimension internationale et locale, avec un modèle économique qui vous est propre et qui assure la croissance de l'entreprise. Comment vous entendez ce type de rapport? Comment vous voyez le jeu d'acteurs et comment s'insérer finalement dans un paysage commun et dans une aventure commune? Alors là, je vais prendre ma casquette de ce que je fais quotidiennement. Donc, je suis responsable sourcing. Et ça veut dire quoi, responsable sourcing? Moi, mon métier, c'est tous les jours d'aller discuter avec les collectivités locales, avec les partenaires privés, pour aller chercher de la data qui va venir s'ajouter à ce que nous produisons nous-mêmes. Et donc, les collectivités locales, on discute avec les mairies, les métropoles, les départements. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer les données, par exemple Open Data, qui sont créées et qui sont produites, et de venir les utiliser de notre côté aussi pour développer notre modèle. Et donc ça veut dire que ce travail que vous faites, parce que hier c'est une entreprise à dimension totalement internationale, c'est-à-dire qu'il y a des équivalents de vous partout dans toutes les régions du monde. Alors tout à fait. Donc sur l'Europe de l'Ouest, on est une quarantaine de personnes qui travaillent là-dessus, mais ce modèle est répété sur Europe de l'Est, sur APAC et sur les États-Unis. On a des personnes qui travaillent vraiment sur l'acquisition de données et sur pur, et on en a des équipes aussi qui travaillent sur tout ce qui est aspect communautaire, puisqu'on a aussi des personnes qui travaillent avec nous par l'intermédiaire d'une application qui s'appelle Map Creator et qui permet aux gens de contribuer à la cartographie, et ces édits vont venir s'ajouter dans notre cartographie. Et alors, c'est quoi les conventions c'est quoi le deal avec les collectivités? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elles participent? Et en quoi est-ce que le fait qu'il y ait, entre guillemets, un pack de données souveraines, c'est important pour vous? Et c'est quoi vos rapports avec l'IGN? Alors, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs choses en même temps, là. Il faut m'arrêter, hein. Non, il n'y a pas de problème. Non, la première chose, c'est que, effectivement, d'abord, dans un premier temps, on peut travailler sur des données open data, comme je le disais précédemment, et de type Etalab, que nous pouvons utiliser, qui n'est pas le cas de l'autre licence existante. Là, je ne vais pas rentrer dans le domaine très technique. Ensuite, nous achetons aussi des datas auprès des collectivités et auprès des partenaires privés. On peut travailler, par exemple, sur tout ce qui est point d'intérêt. On va travailler sur tout ce qui est constitution de notre infotrafic. Donc on va aller discuter avec des sociétés qui produisent de la data pour venir s'ajouter à ce que nous produisons, ce que je disais tout à l'heure.
L'infotrafic, c'est quelque chose de très important dans la navigation. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille sur la navigation. On s'appelait Navtech avant, pour ceux qui connaissent pas trop Technologies, c'était Navtech. Et donc pour produire cette information de trafic, on a besoin d'aller justement sourcer des informations de type Prop Data. D'accord. Alors maintenant, je me tourne vers Gaël. Tu n'as pas l'impression d'avoir été un peu oublié, ou comment situer ce mouvement? Alors, ce mouvement de fond, ce mouvement de foule. J'étais au dernier State of the Map France. On voit quand même qu'il y a une dynamique qui est quand même importante, mais qui est une dynamique qui joue un jeu très fin avec les institutions. Donc, une convention, il y a d'ailleurs été signée avec l'IGN, une nouvelle convention. Donc, comment est-ce que ces contributions, ce crowdsourcing autour de l'information géographique peut s'insérer et commence à s'insérer dans le paysage, dans le jeu d'acteurs? Alors, je vais être un peu sec, un peu rugueux, mais après, je ferai des propositions. Normalement, tu es gentil. Hein. Je suis gentil, mais, bon. Mais OpenStreetMap a 15 ans. OpenStreetMap est né en août 2004, un peu comme Google Maps. D'accord ? Dans ce rapport, ce qui est ressorti, tu demandes comment on s'insère. J'ai l'impression qu'on nous traite encore comme des MST. Vous avez lu le rapport ? La licence d'OpenStreetMap est contaminante. On utilise un registre médical péjoratif quand on parle d'OpenStreetMap. 15 ans. On n'a toujours pas trouvé, proposition numéro 26, un moyen de collaborer avec ces citoyens passionnés qui créent de la donnée. Je suis frustré au bout de 15 ans que l'on me considère encore en tant que citoyen comme quelqu'un de négatif. La licence d'OpenStreetMap est une licence qui introduit une notion de réciprocité. Vous souhaitez utiliser nos données ? Très bien. Vous souhaitez les améliorer ? Très bien. Partagez ce que vous avez amélioré. C'est la base. Les données sont gratuites. Elles sont libres. Vous pouvez les utiliser, les remixer, les revendre si vous le souhaitez. Certaines sociétés aujourd'hui en ont fait un business. Et il faut créer de la richesse au-dessus de ces données. Une fois qu'on a dit ça, vous vous souvenez, on parle avec difficulté encore de la BAN. La BAN, c'est Banno, juin 2014, les contributeurs OpenStreetMap qui secouent un peu l'institution et qui lui disent « Nous devons commencer à contribuer à la création de ces données d'adresse ». Et en 2015, on signe une convention, donc une reconnaissance de ce travail communautaire. Nous sommes à la table et dans les différentes réunions pour que cette base adresse puisse voir le jour et que l'on puisse avoir des données d'adresse fiables. 5 ans plus tard, ce rapport, on nous parle encore de difficultés. Et comme la question à l'issue de cette table ronde, ça va être où en serons-nous dans 5 ans, j'espère que je ne viendrai pas ici ou qu'une personne qui parlera d'OpenStreetMap viendra ici faire encore le constat d'échec. Ce n'est pas tolérable, pas dans un pays comme le nôtre, 6e puissance mondiale. Quels sont les effets de ces retards ? On perd du temps. Aujourd'hui, vous avez des sociétés comme Mapiari, comme Mapbox, comme Quant. Vous avez des sociétés comme Coma qui font des véhicules autonomes. Qui roule aujourd'hui en véhicule autonome ? Je vois pas de doigt levé. Non. J'ai parcouru plus de 10 000 kilomètres cette année, entre mars et aujourd'hui, sur un véhicule autonome qui a été équipé par mes soins, avec un logiciel libre qui s'appelle OpenPilot. On va revenir un peu plus en détail sur le véhicule autonome, mais pour que je vais laisser la parole aux autres, mais que vous vous rendiez compte des enjeux. Quand on parle des BATX, quand on parle des GAFA, la plus grosse réussite aujourd'hui du véhicule autonome, c'est Waymo avec Google. Plus de 10 millions de kilomètres roulés, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Cette question du véhicule autonome, c'est la Convention de Vienne qui nous pend au nez. La Convention de Vienne dit une chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez lâcher le volant, ben vous êtes dans des conditions de véhicule autonome. Aujourd'hui, on ne peut pas faire rouler ces véhicules parce qu'on n'a pas le droit de lâcher le volant. La Convention de Vienne, au niveau des Nations Unies, n'autorise pas aujourd'hui les conducteurs à lâcher le volant. J'ai parcouru 10 000 km avec cette voiture, Toyota CHR. Sur les 10 000 km,
je n'ai pas eu à toucher le volant et les pédales. Avec un logiciel libre, c'est un téléphone qui conduisait. Aujourd'hui, OpenPilot, c'est 17 millions de kilomètres roulés par des citoyens, 8600 développeurs dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui en termes de données? Cela veut dire qu'on introduit dans un contexte mondial, BATX, GAFA, américains, russes, chinois, un biais. Quel est ce biais? Chaque retard, chaque année, chaque mois de retard que nous prendrons sur l'utilisation de ces données des véhicules autonomes, ce seront des kilomètres roulés américains qui introduiront un biais parce qu'une route américaine n'est pas une route européenne, n'est pas une route française. Et notre rôle aujourd'hui, le rôle que je veux que notre pays joue, c'est que nous soyons à la table de ces négociations. Sur cette convention de Vienne qu'il va falloir modifier pour autoriser des gens à lâcher leur volant de leur voiture. Et aujourd'hui, faire confiance à ces véhicules, c'est le kilomètre roulé qui compte. Ce kilomètre roulé, c'est prouver que ces véhicules sont sûrs et qu'ils ne vont pas mettre en danger des vies humaines. C'est ça qui nous attend. Et aujourd'hui, ce logiciel dont je vous parle, il ne s'alimente pas de Google, il ne s'alimente pas de données de l'IGN, il ne s'alimente pas de données de IR, il s'alimente d'OpenStreetMap. Parce que c'est la seule base de données mondiale, libre, accessible, qui permet aujourd'hui à ces véhicules, plus de 8000 dans le monde, d'avoir parcouru 17 millions de kilomètres et de prouver qu'il était fiable. Mais alors, par rapport... En même temps, j'entends bien ce que tu dis, et c'est effectivement fondamental. Ça permet. Enfin, il faut prendre en compte ces communautés-là, ces gens qui font ce travail formidable. Arrêter de les prendre pour des petits gamins de cours d'école. Est-ce que c'est pas le sens de la convention qui a été passée avec l'IGN? Comment avancer, comment intégrer, comment changer de braquet, si je peux dire? Bon, je voudrais juste redire un mot sur la BAN. Effectivement, nous avions signé à 4 une convention en 2015 qui avait une annexe qui était une licence. Il s'est avéré que du fait de ce montage juridique, il a été un peu compliqué, j'utilise un euphémisme, de pouvoir intégrer les données d'OSM. Donc nous sommes à nouveau en train de travailler avec la DINSIC dans la perspective d'avoir maintenant une licence étalable au 1er janvier 2020, puisque c'est ça l'objectif qui a été fixé par le gouvernement, pour voir comment remettre tous les partenaires à bord. Donc il y a une BAN qui existe, hein, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, je pense qu'elle est maintenant sur le site d'Etalab, puisque le problème de la licence a été réglé. Et évidemment, l'objectif, c'est que tous les contributeurs potentiels puissent apporter leur contribution. C'est dans cet esprit qu'on travaille. Et c'est bien pour ça aussi que quand l'actuel président d'OSM m'a demandé effectivement de pouvoir redisposer d'une licence gratuite, enfin disposer gratuitement de nos orthos, j'ai évidemment dit oui. Et on a signé une convention qui est une première étape. L'idée, c'est qu'effectivement, on apprenne à travailler en commun. Je crois que c'est vraiment c'est votre souhait, c'est notre souhait à nous aussi, en se débarrassant d'un certain nombre de préjugés qu'on pouvait avoir sur le fait qu'effectivement un organisme que l'IGN, dans un passé peut-être pas si lointain que ça, pouvait considérer que seules les données qu'il produisait étaient des données qui pouvaient être utilisées ensuite pour faire un certain nombre de politiques publiques. Il y a une évolution. Je passe mon temps à dire qu'il n'y a pas que l'IGN qui produit des données de qualité. Enfin, tous autour de la table pour en témoigner. On doit construire des partenariats. Et c'est dans cet esprit qu'on travaille. Mais c'est vrai, et je peux le regretter, mais c'est vrai que les aspects juridiques qu'il y a derrière ces sujets, le modèle économique de l'IGN, pour lequel jusqu'à présent la vente de données était quand même un sujet, compte tenu des moyens financiers dont on dispose par ailleurs, on fait effectivement que ça a créé un certain nombre de rigidités dans nos relations. Et là, je me tourne vers Bertrand. J'aurais voulu que peut-être tu nous expliques un petit peu cette initiative Occitanie Data, parce que justement, elle me semble intéressante. Même si elle n'est pas dédiée à l'information géographique, elle me semble intéressante par rapport aux problématiques que l'on a, c'est-à-dire à la fois de souveraineté,
à la fois d'innovation, si je peux dire, de pas rater le train du véhicule autonome. C'est le plus mauvais jeu de mots de la journée, c'est bon, vous l'avez eu. L'intégration de communautés telles que celle du Libre, telles que celle d'OpenStreetMap, enfin qu'on peut avoir avec OpenStreetMap. Donc, et ce rôle clé qui est peut-être celui des collectivités dans ce monde-là. Merci et merci pour l'invitation. Alors Occitanie Data, effectivement, d'abord ça concerne aussi l'information géographique et OpenIG évidemment est un peu le pied ou le pilier de l'information géographique aux côtés de l'IGN qui d'ailleurs est membre fondateur également d'Occitanie Data et j'en suis heureux. Alors peut-être en quelques mots, le point de départ au fond c'est le fait que nous constatons une évidence que tout le monde connaît, c'est-à-dire que les données sont dans des silos et qu'il est extrêmement difficile de faire des traitements de données qui croisent plusieurs sources de données. Pour plusieurs raisons. Des raisons, j'ai envie de dire, qui sont très légitimes, liées au fait que les personnes s'inquiètent tout simplement de l'usage qui peut être fait, que ça soit bien conforme à la réglementation, et dès qu'on va toucher en particulier de données personnelles, être conforme au RGPD, et c'est bien normal. Des raisons qui sont légitimes sous un autre angle, mais qui, à mon sens, doivent aussi être dépassées, qui sont que on a vécu pendant plusieurs années avec l'émergence du big data sur l'idée que, et cette phrase qui, à mon avis, est extrêmement impropre, que la donnée est l'or noir du XXIe siècle. Une fois qu'on a dit que la donnée est l'or noir du XXIe siècle, la puissance de la métaphore, elle est dangereuse parfois. Parce que si on pense à l'or noir, imaginez, vous trouvez un champ de pétrole, vous allez y mettre un puits, vous allez mettre une raffinerie, et puis, pour peu que vous ayez des infrastructures de transport, vous pouvez vendre votre pétrole, qui va être issu de cette raffinerie. Alors, je suis pas du tout un expert du pétrole, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais globalement, c'est quand même ça. Le problème de la donnée, c'est que vous prenez un puits de données, si j'ose dire, un ensemble de données créé par un opérateur. Ça peut être extrêmement intéressant, on peut en tirer des choses, mais la plupart du temps, on a besoin d'autres données qui appartiennent à d'autres personnes pour pouvoir faire les choses. Bref, c'est le mélange, d'une certaine manière, qui est nécessaire et qui va véritablement donner sa valeur. Et donc, beaucoup de gens étaient bloqués d'une certaine manière parce qu'ils se disaient « Oulala, il faut surtout pas que je me départisse de mes données, c'est un actif stratégique extrêmement important. » Et puis, avec ces données seules, ils n'en faisaient pas grand-chose. Le problème, c'est que le cadre de partage de la donnée, il existe très peu. Que ça soit au point de vue éthique ou que ça soit au point de vue économique, il n'existe pas réellement. C'est d'ailleurs assez frappant de voir qu'il y a très peu de travaux économiques sur le partage de la donnée. D'ailleurs, parmi les premiers travaux, nous avons un jeune chercheur dans le cadre d'OpenIG qui a travaillé sur la valeur de la donnée spatiale, Shadi Jabour. Mais au niveau mondial, y compris dans des universités américaines qui sont quand même très fortement portées sur l'analyse de l'économie de la donnée, eh bien finalement les modèles qui sont présents notamment aux États-Unis avec les BATX, c'est encore autre chose, mais aux États-Unis, c'est plus des modèles d'agrégation au sein de puissances extrêmement importantes qu'on connaît, c'est les GAFAM essentiellement, dont le modèle c'est je vais concentrer la donnée en mon sein et puis quand un acteur arrive, un autre, je vais le racheter et puis comme ça j'aurai encore plus de données. Nous on est plus sur une logique de partage ou de donner accès, créer les conditions permettant de donner accès aux données des différents acteurs pour des traitements qui doivent donc d'une part permettre, s'il y a de la valeur économique qui est créée, que chacun de ceux qui ont contribué à cette valeur puisse en avoir leur juste retour, et puis d'autre part que ça soit fait dans des conditions éthiques. De manière assez surprenante, si vous avez peut-être vu émerger un certain nombre de chartes éthiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui le buzz il est autour de l'intelligence artificielle, et la donnée, évidemment, irrigue l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu des chartes éthiques, la déclaration de Montréal, une communication importante de l'Union européenne il y a quelques mois, plus récemment, des recommandations de l'OCDE qui viennent de sortir, c'était il y a moins d'un mois. Et dans le domaine du big data, il n'y en a pas vraiment. Donc on travaille à l'écriture d'une charte éthique pour pouvoir voir très concrètement quels sont les grands principes sur lesquels on doit s'accorder pour pouvoir croiser des données dans le respect non seulement évidemment de la réglementation, mais j'ai envie de dire du fait d'en faire un bon usage. Il ne s'agit pas de croiser des données pour faire n'importe quoi, et on peut avoir des traitements de données qui vont avoir des impacts qui sont catastrophiques. Et à la limite, Cambridge Analytica a bien fait un traitement de données qui a conduit à influencer l'élection américaine. C'est évidemment pas le genre de choses sur lequel on a envie de se prêter, mais d'autres usages sont évidemment extrêmement importants, que ce soit dans le domaine de la mobilité, et la donnée géographique évidemment
évidemment, est au cœur de la question de la mobilité, que ce soit dans le domaine de la santé. Je suis très intéressé qu'il y ait un atelier cet après-midi sur information géographique et santé, et c'est évidemment extrêmement important, parce que là encore, permettez-moi juste une parenthèse, mais typiquement la question de l'impact d'un certain nombre de questions environnementales sur la santé, eh bien ça suppose de l'information géographique, alors que les systèmes de santé en fait n'incluent pas réellement d'information géographique globalement. Donc voilà beaucoup d'éléments qui sont au cœur d'Occitanie Data. Et nous avons ainsi réuni un consortium avec une petite vingtaine de membres pour commencer et une centaine de partenaires qui regroupent aussi bien des institutions publiques que des institutions privées, des institutions publiques nationales. J'ai déjà cité l'hygiène, mais c'est aussi Météo France, c'est aussi le CNES. Ce sont les acteurs académiques, l'ensemble des universités d'Occitanie regroupées à travers leur communauté d'universités et d'établissements, des pôles de compétitivité, des acteurs privés comme Quant, qui a été cité, comme Orange, Atos ou Soprasteria, et avec donc cette volonté d'avoir cet équilibre justement entre acteurs publics et privés, et donc un certain nombre de partenaires. Juste un mot encore. On s'appelle Occitanie Data parce que, vous l'avez compris, c'est né en Occitanie. Le conseil régional, à travers en particulier mon rôle en tant que président, est évidemment extrêmement investi dans Occitanie Data, mais pour autant, nous ne sommes pas limités à la région Occitanie. Nous la voyons aussi comme un terrain où on peut faire de l'expérimentation. Je pense qu'on ne peut pas directement tout faire toujours à l'échelle nationale, et ça vaut le coup de tenter un certain nombre de choses au niveau local, mais nous avons aussi des partenariats avec des structures qui sont en dehors de la région. Donc voilà, à bon entendeur, au sein de l'assistance, si vous êtes intéressé par cette démarche. Donc au-delà des membres fondateurs, la participation de nouveaux acteurs est tout à fait possible et souhaitable. La participation est possible et souhaitable à partir du moment où ce sont des acteurs qui respectent la philosophie dans laquelle nous sommes, et que ce sont des acteurs souverains. Voilà, on a fait un choix, c'est de travailler avec des acteurs souverains. On peut l'entendre au niveau européen, peut-être plus que national, mais d'emblée, nous n'avons pas souhaité associer notamment les GAFA, qui sont extrêmement présents, comme vous le savez, en France sur ces questions de big data. Sur ces questions de big data et d'intelligence artificielle. Nous, notre logique, ça n'est pas de renforcer encore plus des acteurs qui sont déjà dominants. Voilà, il y a un vrai sujet. Je pense que le rapport de Valéria Formantian est important à divers titres, mais notamment sur la question de reposer la question de la souveraineté. Voilà, pouvons-nous réellement, dans un monde dans lequel la donnée est essentiellement finalement captée par des acteurs extra-européens, pouvons-nous réellement garder notre souveraineté? Quel est notre niveau de dépendance? Quel est notre niveau de fragilité par rapport aux décisions que nous allons prendre et qui reposent toutes sur des données? Si ces données sont captées et sont contrôlées par des acteurs extra-européens, évidemment, ça nous met dans une situation difficile. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit évidemment extrêmement lucide sur l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. On a oublié notamment une génération comme la mienne, où je pense que tous ceux qui sont autour de cette table n'ont jamais connu la guerre. Ça paraît quelque chose de totalement étranger à notre univers. Néanmoins, les guerres, c'est quelque chose qui existe. Et aujourd'hui, on le sait, la guerre, elle va prendre des moyens qui sont différents. Et en particulier, ça va être des cyberattaques, ça va être des opérations pour essayer de contrôler des opérations électorales comme on l'a vu, etc., etc. Donc nous avons besoin de nous rassembler entre acteurs qui pouvons partager une même philosophie et évidemment défendre un certain nombre d'intérêts communs. Et disons-le très clairement, la compétition, elle existe de manière extrêmement forte dans ce domaine, mais la vraie compétition, elle n'est pas entre les acteurs en France, ni en Europe. La vraie compétition, elle est au niveau mondial. Elle est, est-ce que on va permettre finalement, ou continuer de permettre, la domination quasi exclusive sur nos modes de vie d'acteurs qui sont, encore une fois, non seulement dirigés depuis d'autres pays que les pays européens, mais qui en plus, comme on le sait, ont échappé à énormément de formes de régulation, y compris dans leur propre pays, et mettent en danger un certain nombre de structures. Donc ce sont des enjeux qui sont, je pense, extrêmement lourds. Ne croyez pas que j'essaie de les dramatiser, mais je pense que c'est effectivement ce qui se joue. Alors nous, on le fait à notre échelle. Il peut y avoir quelque chose qui peut paraître
outragement ambitieux dans ce que j'évoque. On veut avancer de manière évidemment lucide par rapport à ce qu'est l'état de nos forces aujourd'hui. Mais je pense que si on arrive à se réunir, si on arrive justement à dépasser les logiques de silo, si on arrive à dépasser les logiques de compétition, de défiance entre acteurs dans lesquels nous sommes, alors peut-être que nous pourrons arriver à marquer des coups, parce que pendant que nous, on est en train de discuter sur plein de conditions où chacun peut essayer... Je vise strictement personne d'ailleurs en disant ça, hein, n'essayez pas de lire entre les lignes, oulala, qui est-ce qui est en train de viser. Il n'y a pas de scoop. Non, il y a strictement aucun scoop, vraiment, et en plus je trouve que ça avance dans un très bon sens globalement, mais il y a toujours évidemment des acteurs dans plein de structures à tous les niveaux qui se disent est-ce que je peux avancer, pendant que nous on peut prendre du temps, d'autres avancent extrêmement vite. Je voudrais juste dire, pour que justement les choses soient vraiment claires, moi je suis très heureux du travail qu'on a initié notamment avec l'IGN, hein, où on a au niveau d'OpenIG en lien avec l'État et la région Occitanie fait une convention pour monter le premier conseil régional d'information géographique. Donc on voit que les choses effectivement bougent, elles avancent dans le bon sens. Maintenant il faut le mener de manière extrêmement forte avec tous les acteurs. Alors, j'ai quand même envie de me tourner vers Jean-François, qui va être notre caution internationale dans ce débat. Face à ce qui vient d'être dit, est-ce que vous vous sentez agressé, incompris, ou est-ce qu'il y a une façon de collaborer? Est-ce qu'il y a des terrains d'entente possibles? Et c'est d'ailleurs un petit peu le titre que j'avais donné à cette table ronde, c'est-à-dire comment faut-il dépasser les clivages qui se profilent? Alors, je me sens pas du tout agressé, déjà. Bon, c'est bien. Donc, je me suis dit, il va partir. C'était pas du tout l'intention. Non, je vais pas me lever, je vais pas quitter la table ronde. Non, sur la data, et nous on a une vision de pouvoir retranscrire sous la forme d'un index numérique la réalité du monde autour de nous. Donc ça, c'est le principe d'IR Technologies. C'est là-dessus qu'on a bâti une plateforme sur laquelle on invite les gens à travailler et auquel les gens pourront venir partager leurs données, partenaires privés, partenaires publics sûrement aussi, et de manière à ce que les gens puissent développer aussi, hein, parce qu'on a un développeur portal qui permet aux gens de venir accéder à la data et dans un premier temps tout à fait gratuitement. Il n'y a pas voilà, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et j'ai envie de dire et ramener un petit peu de poésie dans le débat, c'est que il y a une citation de René Char qui disait le présent c'est le port de tous les futurs. Donc là, aujourd'hui, on parle du véhicule autonome, on parle de la mobilité, on parle de la multimodalité, et nous, on est présents sur tous ces sujets-là, avec l'expérience que nous avons sur ce sujet-là. Évidemment, il y a d'autres acteurs, des acteurs qui sont nos concurrents, hein, faut pas se leurrer, et on travaille, mais en appliquant les normes qu'on utilise, la démarche qualité qui est derrière aussi. C'est pour ça qu'on est toujours présent aussi. D'autres ont disparu, d'autres sont toujours là. Vous entre guillemets, j'ai envie de dire, vous vous cantonnez, mais c'est un gros canton à votre savoir-faire, qui est celui l'expertise autour de justement ces données, comment les utiliser, les transformer en API, y accéder, exactement. etc. Alors, exactement. Vous n'êtes pas le plus grand, vous n'êtes pas le deuxième moteur de recherche de la planète. Vous n'allez pas partout. On est focalisé sur le positionnement. De toute façon, l'information géographique, comme ça a été dit précédemment, elle est présente partout. Lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone, la première chose que vous lui demandez, c'est vous êtes où ? Voilà, c'est ça la première question. Donc l'information géographique, elle est partout. Elle sert dans tous les compartiments de la vie quotidienne, que ce soit le tracking des objets, que ce soit le déplacement, la sécurité. On a parlé de la santé. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc nous, on travaille sur tous ces sujets. On travaille sur véhicules autonomes. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a précédemment, il y a 2 semaines, on a travaillé sur le lancement de Tecmo dans le sud de la région parisienne. C'est nous qui avons digitalisé les pistes
pistes qui vont servir. On va pouvoir travailler sur l'expérience utilisateur des véhicules autonomes, donc de tout ce développement qu'il y a à faire et de ce qui a été dit précédemment. Donc là, notre position, le fait qu'il y ait plusieurs acteurs, il y a une stimulation de l'innovation de toute façon. Donc voilà. Et alors, justement, par rapport à cette notion d'innovation, on a parlé de la nécessité de défendre effectivement un savoir-faire français, européen, ce savoir-faire citoyen qui s'invite dans la partie et qui vient jouer les troubles faits, mais qui nous permet d'aller plus vite. Parce que bon, pour avoir suivi l'expérience Carib Wave en 2018, je veux dire que j'ai quand même été pas mal scotché par ce qu'une bande de geeks arrivait à faire en très peu de temps, en ayant juste des compétences et un sacré appétit de montrer qu'on pouvait faire des choses. Je me tourne vers Eric. Alors, Eric, on a un petit jeu entre nous, c'est-à-dire que je l'agresse et puis en fait, mais je dis bon, voilà, tu seras encore là dans 5 ans, toi? Oh, oui, certainement. Ouais. Ouais. Alors merci, et c'est un peu dur de rebondir sur tout ce qui a été dit, et où je suis en partie d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je pense qu'on a oublié quelque chose quand même, c'est que toute cette donnée dont on parle là, que ce soit le RGE, que ce soit le PCRS, que ce soit le bâtiment intelligent, si on est réaliste aujourd'hui, qui l'a produit, certes, sous le couvert d'un aspect commercial, d'un aspect concurrence à travers les appels d'offres, certes sous le contrôle d'instituts comme l'IGN, mais les gens qui ont produit cette donnée, c'est le secteur privé et ce sont ces entreprises qui travaillent dans l'information géographique. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Et ce qui m'a un petit peu impressionné à la fois dans le débat et à la fois dans le rapport, c'est que ces entreprises privées, on n'en parle pas beaucoup. Nous, ça nous gêne parce que quelque part, on travaille également à un secteur, où on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le secteur économique. Nos entreprises, elles créent de l'emploi. Geofit a créé 500 emplois en 20 ans. Et pourtant, on est complètement absent des débats. Alors, c'est peut-être aussi de notre faute, et c'est vrai que nos entreprises privées doivent également se repositionner aussi à travers ces besoins de géodata. Après, vu le besoin en information géographique, géospatiale, qui concerne... Il y a du boulot pour tout le monde. Voilà, qui concerne à la fois certainement le corps de rue, la ville, le territoire, mais également le bâtiment intelligent, également le géomarketing et la santé. On peut en parler dans tous les sens. Il y a forcément du travail. Nos entreprises, elles grossissent aujourd'hui. Ces entreprises étaient par le passé de petites entreprises de quelques dizaines d'employés. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses entreprises qui dépassent les 150. Geofit, aujourd'hui, c'est 900 personnes, c'est de la création d'emplois. Donc ça veut dire que on a envie d'être aussi un acteur de cette transformation numérique, si on peut le dire au sens large, et on peut agir un petit peu différent. Et cette notion de partenariat, que ce soit avec de la donnée libre ou avec des institutions, est pour nous très importante. On a un vrai rôle à jouer, et un rôle qui se limite pas forcément à fabriquer la donnée, qui peut aller peut-être jusqu'à mettre en place des modèles de financement. En fait, voilà. Tu as des exemples ou... Non, j'ai pas d'exemple, mais j'ai des envies. Et en fait, une entreprise, on est peut-être un peu utopique, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on avance. Et on va pas se laisser, entre guillemets, mourir. Et je pense qu'aujourd'hui, une entreprise comme Geofit a capacité à financer des bases de données nationales si elle en a envie, si derrière il y a un modèle économique. Le seul problème, c'est le modèle économique. Oui, par le passé, c'était pas le cas, parce que les entreprises n'étaient pas assez grosses. Aujourd'hui, on change un petit peu de paradigme, et je pense que nos sociétés ont un vrai rôle à jouer, mais que là aussi, il y a des modèles à redéfinir, et ces modèles, on doit les redéfinir avec tout le monde, c'est-à-dire aussi bien avec les institutionnels, aussi bien avec l'État et les partenaires étatiques. Et n'oubliez quand même pas les entreprises privées, parce que ce sont elles qui créent de l'emploi, ce sont elles qui payent des impôts. Et je sais bien que c'est un argument facile, mais n'empêche que c'est grâce à cet argent qu'aujourd'hui, on est tous autour de cette table et qu'on parle de données gratuites. Voilà, donc... c'est en gros ce que je voulais dire. Et sachez aussi qu'en termes de technologie, aujourd'hui, nos entreprises travaillent sur de l'innovation, travaillent sur l'intelligence artificielle, travaillent sur le deep learning. Voilà. Par contre,
On est vraiment positionné comme étant des gens qui répondent à des appels d'offres et que l'on met en concurrence et on doit faire le prix le plus bas. Je pense que c'est un paradigme qui doit changer pour l'économie française, puisque vous en parliez. Je trouve ça assez navrant qu'une partie de nos bases de données, dont les bases de données souveraines, sont fabriquées par des entreprises étrangères. On ne peut pas nous demander de créer de l'emploi d'un côté et de l'autre côté de mettre en place un système qui nous empêche d'être positionnés sur le marché. Moi, je sais créer un atelier, et on le fait, puisqu'on est obligé de répondre à la demande. Je sais créer un atelier de production de données en Inde ou ailleurs. Est-ce l'intérêt pour l'économie française? Donc, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, je dis qu'il faut dialoguer et je dis que le paradigme change et je dis que les partenariats doivent évoluer et que dans ces types de partenariats, l'entreprise privée, et la preuve autour de ce débat, est complètement oubliée alors qu'elle est un vrai acteur, alors que c'est elle qui, ces dernières années, a fabriqué toute la donnée dont on parle aujourd'hui. Voilà. Non, elle n'est pas oubliée, elle est là, justement. Françoise, oui, juste un petit mot. Mais non, mais j'allais te passer la parole. Ça tombe bien. C'est absolument. C'est formidable. J'aurais pu réagir en un mot. Alors. En un mot à ce que vient de dire Éric Talgotte. Bon, sur le partenariat, je crois que nous avons en tout cas montré un exemple. Lorsque nous avons négocié et discuté de l'avenir de notre filiale IGN-FI, on a discuté longtemps parce qu'effectivement c'est toujours compliqué, il y a des intérêts économiques, il y a pour les administrations de l'État le respect des règles de la Cour des comptes, enfin vous savez tout ça par cœur. Enfin, au bout de 6 mois de négociation, on a quand même réussi à créer un partenariat qui a maintenant 4 ans et qui, à mon sens, fonctionne de manière satisfaisante. Donc c'est un exemple sur un domaine effectivement particulier qui est l'international où nous avons su unir nos forces pour avancer. Donc je voulais un tout petit peu tempérer votre intervention. Ensuite sur la volonté, non je pense qu'il y a pas de problème, mais autant citer des exemples positifs. Et sur la volonté d'avancer effectivement et de trouver sur certaines thématiques des partenariats où les entreprises privées pourraient apporter un financement. À l'évidence, si elles apportent un financement, c'est ensuite pour avoir une rémunération derrière, donc ça doit être discuté au cas par cas. Et ensuite, moi je suis toujours désolé de le dire, mais je suis tenu par le respect effectivement du Code des marchés publics. Mais voilà, ça n'a pas empêché, en tout cas, de créer des exemples. Et puis un autre sujet sur lequel on aide des entreprises privées, alors je ne vais pas en faire plus que nécessaire, mais quand on forme 60 ingénieurs par an qui vont dans vos entreprises, c'est aussi, je pense, une force que l'on vous apporte pour aider à votre développement et pour avoir des gens de haut niveau de qualification. Et ça, il n'y a pas ça dans tous les pays non plus. Ouais, je vous laisse la parole à vous, 30 secondes. Je suis d'accord avec tout ça. Je parlais simplement du poids économique qu'avaient nos entreprises et la preuve, tout à l'heure au pupitre, chacun parlait qu'il avait besoin de trouver des personnes et embaucher des gens. D'ailleurs, je pense que vous en formez pas assez. Il faut en former plus. Juste 30 secondes. Cette histoire de partenariat, pour moi, est primordiale pour le futur. Et c'est vrai qu'il y a cet exemple d'IGN-FI qui fonctionne bien, mais à l'international, c'est plus facile à mettre en œuvre. Et je veux juste donner un exemple, mais une entreprise comme Géophite est capable de discuter partenariat avec la Banque mondiale pour financer des projets de sécurisation foncière à travers le monde. Donc si elle est capable de faire ça avec la Banque mondiale, en apportant à la fois le côté financement, le côté appel à projet et le côté production, les entreprises françaises doivent être capables de faire ça en France. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Je m'excuse. Alors Thierry, oui, juste toi qui fait partie des gens qui fournissent, voilà, c'est l'huile qui va permettre de faire fonctionner tout ça. On fournit plutôt les tuyaux en fait. Ou les tuyaux. La donnée étant l'huile, mais je repars et je vais rebondir sur l'origine de la discussion, c'est la souveraineté. Donc la donnée souveraine, elle est là pour permettre à la puissance publique de prendre de bonnes décisions dans l'intérêt du pays, enfin dans l'intérêt de l'échelon dans lequel on est. Mais une donnée sans algorithme, ça reste de la donnée. Un algorithme sans donnée, ça reste une création intellectuelle. Une donnée plus un algorithme, ça donne de l'information et donc un pouvoir de décision. Il était mentionné, Madame la députée, dans votre rapport qu'effectivement il fallait s'arranger pour que la France
puisse conserver un niveau technologique suffisant, c'est-à-dire cette capacité à mettre en œuvre des algorithmes sur la partie donnée. C'est effectivement, Business Geographic est un éditeur français, un hébergeur souverain, et c'est au cœur de notre passion et de notre motivation que d'apporter ça à notre pays. On a même la même réflexion a été menée au niveau européen avec des projets Eurostar, dont un que nous avons gagné, pour promouvoir et mettre en œuvre une solution de business intelligence européenne, c'est-à-dire détacher des contingences de nos amis américains qui peuvent, on l'a vu récemment dans l'actualité, subitement couper l'accès à des logiciels ou à des systèmes d'exploitation. Donc c'est assez la partie donnée, la partie algorithmique est assez indissociable, d'autant que les algorithmes deviennent de plus en plus intelligents et que l'utilisateur de l'information résultante n'a pas forcément conscience du pourquoi on lui propose telle chose. C'est l'intelligence artificielle, en fait. Le raisonnement de la machine est parfois difficile à retracer, quoi. Donc, je voulais juste souligner effectivement la partie éditeur, l'innovation, garder l'innovation technologique sur le territoire national, donc qui est au cœur de notre savoir-faire et de notre passion. Et remercier effectivement par ailleurs monsieur le directeur général de l'hygiène pour la haute qualité de ses ingénieurs, parce que nous en avons plusieurs chez nous et ils sont vraiment super, quoi. D'accord. Alors, moi, je me retourne vers Gaëlle. Il y a plusieurs trucs qui m'ont un peu perturbée ces derniers temps, parce que voilà, là on a les super bons. Hein, là, on a les bons. Ailleurs, aux États-Unis, il y a les méchants. Voilà. Le monde n'est pas si simple que ça, comme toujours. Mapbox, qui a quand même commencé son existence dans le sillage d'OpenStreetMap, se lance dans le commerce de données via les applications qui utilisent ces API. Alors, par contre, il le fait ouvertement. Ça, c'est ce qu'il y a de bien. Mapillary, le Google Street View libre, là aussi très lié à OpenStreetMap, lance une place de marché et propose d'organiser la rémunération des contributeurs volontaires. Donc, vous avez besoin de données. Là, il y a un problème avec la zone au nord d'Arras. Il n'y a aucun contributeur OSM. Ils sont pas du tout motivés, mais par contre, vous en avez besoin. Eh ben, on va vous donner un prix, des images vont être acquises, voire même, c'est assez marrant, on a l'impression qu'ils s'adressent à des chauffeurs Uber, comme un revenu complémentaire pour aller acquérir des données. Jaguar Land Rover propose de rémunérer les conducteurs en crypto-monnaie, qui vont fournir des informations sur l'état des routes à des opérateurs publics ou privés. Moi, j'ai quand même l'impression qu'au niveau des modèles économiques, tout est à inventer. Chacun essaye des choses, et j'ai un peu envie de tous vous interroger là-dessus. Et Gaëlle, je commence par toi, c'est-à-dire comment est-ce que maintenir une communauté de contributeurs qui ont des valeurs libres, etc., avec, il y a quand même combien de contributeurs à OpenStreetMap chez Facebook ? Plusieurs dizaines de milliers de contributeurs en France. Alors, par mois, on est entre 3 et 4 000 contributeurs uniques par mois. Par jour, on est entre 200 et 300 contributeurs uniques. 200 à 300 personnes tous les jours en France qui contribuent. Il y a combien de contributeurs OpenStreetMap dans cette salle ? Levez la main. Qui c'est qui a son compte ? Qui utilise des données OpenStreetMap ? Qui utilise des données de l'IGN ? Eh ben vous voyez, c'est les mêmes. C'est bien. Comme je disais, OpenStreetMap a 15 ans. Dès le début, la licence permettait et permet encore les usages économiques. On a le droit d'utiliser les données d'OpenStreetMap. Elles sont gratuites, certes, mais on a le droit de les utiliser à des fins commerciales. Donc, les modèles économiques qui naissent de ça sont multiples. On a des artistes qui ont fait des mosaïques, qui font des tapis de sol, qui font des t-shirts. On a des personnes qui font des API et qui vont faire de l'adresse, du calcul d'itinéraire, qui vont faire des applications. Bref, quand je parle de perte de temps, c'est de ça dont je parle. C'est le temps qu'on a perdu à considérer légitimes ces données en France, c'est du temps qu'on a perdu à chercher ces modèles économiques. Quand une entreprise comme Jog Maps
voit le jour suite à des travaux avec les pompiers, avec le SAMU de Normandie, avec un certain nombre de personnes de l'industrie médicale. Cette boîte a eu des difficultés parce qu'elle a eu du mal à trouver son modèle économique face à Google, mais je peux vous garantir que quand l'année dernière, Google a annoncé qu'il allait rendre payantes certaines distributions de tuiles ou certains web services au-delà de certains volumes, qu'on arrête le dumping financier, la société a vu ses commandes s'envoler et son chiffre d'affaires augmenter. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'incompatibilité entre la licence d'OpenStreetMap et la communauté OpenStreetMap et les intérêts économiques. Bien au contraire, beaucoup de contributeurs OpenStreetMap, d'ailleurs, ont créé leur société. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, je disais que je griffais tout à l'heure, maintenant qu'on fasse des propositions. Vous avez vu qu'il y a énormément de personnes qui contribuent aujourd'hui. Il faut que ces personnes et que leurs travaux soient valorisés. Moi, j'ai quitté le ministère de l'écologie, entre autres aussi pour ça, parce que je faisais ça sur mes congés. Au bout d'un moment, ma compagne m'a dit c'est super, mais le congé sans solde sur tes vraies vacances, ça commence à être un peu compliqué. Aujourd'hui, l'État a créé les EIG, donc les entrepreneurs d'intérêt généraux, plus récemment les HIG, les hackers d'intérêt généraux, pour que justement le fonctionnaire, l'agent, puisse valoriser son temps de travail à la contribution de projets d'intérêt général. Donc on a parlé d'algorithmes. On a très peu parlé de logiciels libres. On a des personnes ici, alors la FIGEO, évidemment, peut en parler, OSGeo, OpenStreetMap, contribution de la donnée, mais aussi les logiciels. Le temps passé à développer, le temps passé à contribuer, c'est sur des projets d'intérêt général, sur ces standards, c'est du temps qui doit être reconnu au niveau des employeurs, et certains le font très bien, mais aussi de la puissance publique. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger ce débat, pas uniquement des salons feutrés, mais aussi sur le terrain. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est cette vision aussi pragmatique qu'ont les anglo-saxons. Il nous manque quelque chose, on envoie quelqu'un et on paye la personne pour ça. Valéria, ça va? Super. Pas de problème? Pas de problème. Okay. Ok, nickel. Comment vous réagissez par rapport à justement à cette envie on le voit, des acteurs privés, d'être des acteurs citoyens, d'être mieux reconnus, mieux intégrés dans ce paysage global qui est effectivement d'une certaine complexité, comme vous l'avez découvert. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour aller plus loin? Quelles sont, dans les mesures, celles qui vont permettre justement de sécuriser un certain nombre de modèles économiques, des acteurs, un écosystème, de faire en sorte que tous ces contributeurs, et nous avons tous plusieurs profils, puissent s'insérer dans une perspective plus large. Alors, moi, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit à plusieurs reprises. À force de chercher les modèles économiques, ça fait 20 ans qu'on les cherche. Eh bien, on a tout perdu. Voilà. On a cherché, on n'a jamais trouvé. Et les acteurs étrangers, alors, je vise pas, on parle bien des GAFAM et de BATX, qui ont pris le marché, qui n'ont pas cherché midi à 14h, qui ont collecté alors que on a aujourd'hui 3 modèles différents en termes d'éthique, en termes de collecte de data, en termes de respect de la vie privée. Mais il y a 20 ans, on se posait pas la question. On était au même niveau que les Américains. C'est-à-dire qu'on aurait pu collecter aussi. On n'avait pas encore trouvé notre modèle de protection des données personnelles. Aujourd'hui, on l'a. Aujourd'hui, ça devient compliqué de collecter et de massifier mais à l'époque, il y a 15-20 ans, on a cherché le modèle économique. Qui rémunère qui? Comment? Et voilà. Et on se pose toujours la même question. Ça fait 1 heure qu'on en parle. Et le résultat? Il est où le résultat? Le véhicule autonome demain, il va rouler grâce à quelles données? On va encore chercher le modèle économique. On va encore se demander qui a droit, qui a pas droit et comment. Aujourd'hui, la seule question qui se pose, c'est la souveraineté. C'est-à-dire la capacité de l'État de dire c'est fiable ou ça ne l'est pas. Pas qui a produit. Ça ne veut pas dire que l'État produit. Ça ne veut pas dire que l'IGN produit l'ensemble des données pour prise de décision préfectorale, pour prise de décision ministérielle. Pas du tout. À aucun moment dans le rapport, on a dit l'IGN sera le seul producteur unique, reconnu et les autres, ils n'existent pas. Pas du tout. Dans le rapport, on a dit que l'État devait maîtriser le circuit, maîtriser le standard.
On n'a pas dit qu'il devait produire. De toute façon, on n'a pas les moyens aujourd'hui. L'État n'a pas les moyens de le faire. Donc, on a besoin d'opérateurs publics pour définir la norme, définir le standard, certifier. Mais on a aussi besoin d'acteurs économiques privés pour produire de la donnée. On a besoin des régions qui commandent et qui finalement rémunèrent ces données. On a besoin des contributeurs locaux. On a besoin de tout le monde. Le souci, c'est qu'au lieu de se poser la question de son précaré, on devrait arrêter d'avoir peur, parce que finalement, il n'y a pas de sujet. Parce que la production, elle est assurée aujourd'hui principalement par les acteurs privés. Par contre, il y a un sujet de souveraineté, de standard, de certificat, de la qualité de la donnée. Parce que moi, j'aimerais bien, sincèrement, que mes bébés grandissent dans un monde où le véhicule autonome roule selon les cartes qui ont été certifiées par l'État et pas selon les cartes que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut modifier en direct live sur Google. Ça, je veux pas. Voilà. Donc, c'est vers ça qu'on tend, en fait. Pas vers la destruction d'un modèle économique privé. Absolument pas. Bien au contraire. On les encourage à produire dans un certain standard. Tu veux réagir? Oui, juste en parlant des enfants, c'est une des solutions, justement. Mes enfants sont nés avec OpenStreetMap. Ma fille a 10 ans, mon fils a 12 ans. Pour eux, c'est normal qu'un adulte, un enfant, un collégien, un lycéen produisent de la donnée et ils sont garants de la qualité de la donnée de leur quartier. Des poteaux incendies, des transformateurs, ils regardent un peu ce qui est apparu, les armes, etc. Pour revenir aux véhicules autonomes, c'est un grand débat, c'est un débat qui est cool, hein. Beaucoup de personnes en parlent de ces voitures, on les voit pas, ou elles roulent très doucement. Et mon fils, qui me filme en train de conduire cette voiture, en tout cas qui me filme en train de surveiller cette voiture en train de conduire, parce que je touche pas le volant et je touche pas les pédales, a complètement admis qu'il passera pas son permis de conduire, que ce sera une voiture qui conduira. Alors je dis non, tu vas le passer ton permis, parce que tu vois, papa il est en train d'apprendre à la voiture à prendre un rond-point. Papa il apprend à la voiture à respecter une priorité à droite. Papa il apprend à la voiture à respecter un stop. Et en fait, aujourd'hui, pour revenir à cette question de souveraineté, ces véhicules aujourd'hui roulent dans le monde avec beaucoup plus de pragmatisme du côté des anglo-saxons et des asiatiques. Il faut qu'on corrige ce biais parce qu'on prend du retard sur ces questions-là. On a annoncé 16 chantiers sur les véhicules autonomes. VDCom a annoncé 600 000 km roulés. Aujourd'hui, on est en train de créer des disparités sur les territoires comme on a créé des disparités sur la 4G, sur les zones blanches. Aujourd'hui, vous savez ce qui perturbe le plus mon véhicule autonome? C'est pas le fait qu'il n'ait pas de réseau. C'est pas le fait qu'il n'ait pas de carto, c'est le fait qu'il n'ait pas de marquage au sol, que le véhicule n'arrive pas à se positionner correctement sur la chaussée. C'est ça qui perturbe mon véhicule. Et quand vous êtes dans des zones rurales et qu'une collectivité n'a pas les moyens de payer de la peinture tous les 6 mois sur son sol, eh bien vous avez des disparités territoriales qui vont encore se créer. Et comment je fais pour savoir tout ça? C'est parce qu'on est sur le terrain. Et on a besoin de personnes sur le terrain, donc des régions, effectivement, des collectivités. On a besoin de collecter ces données. On a besoin de hackers qui vérifient que ces véhicules sont sûrs, que les données sont effectivement, on respecte la vie privée des conducteurs, que l'on respecte l'intégrité radio, électronique et logicielle de ces véhicules, parce ce sont des robots qui nous attendent. Et effectivement, l'erreur est humaine. On va tolérer un accident de voiture de la part d'un conducteur, on ne va pas le tolérer de la part d'un véhicule autonome. Et plus l'on va tarder sur ce bouleversement de la géodata, des données, cette capacité à nous, citoyens. Donc j'ai conduit en fait votre collègue Cédric Villani de Rungis à d'Enfer Rochereau pour qu'il puisse se rendre compte à la fois d'un côté de la maturité des technos actuels. C'est un téléphone qui conduisait donc votre collègue. Je touchais pas les pédales, je touchais pas le volant, pour que ce député puisse se rendre compte des effets de bord en fait de tout ça. Et les effets de bord pour moi, qui suis guadeloupéen, c'est qu'on va encore une fois donner la priorité aux métropoles, aux grandes métropoles hexagonales, et que ma petite île, la Guadeloupe, je reviens de Saint-Barth, Mayotte, vont encore être des territoires qui n'intéressent personne.
alors je vise pas IR, ce sont des sociétés, d'accord, privées, mais qui ont aussi un modèle économique à maintenir, et qui n'ont pas forcément les moyens financiers d'aller dans ces territoires-là. Et qu'est-ce qu'on est en train de créer? Puisqu'on n'a même pas de carto Google dans ces territoires-là, on peut même pas faire appel à des sociétés comme Waze aujourd'hui sur ces territoires-là, mais on va encore créer des zones de non-droit, une troisième couronne en fait de ces zones-là. Et tu nous as accompagnés à Marie-Galante, tu as bien vu à quel point on était capable d'innover chez moi. Aujourd'hui, je fais du chantage aux Jeux Olympiques 2024. Vous voulez que je vous aide sur les systèmes d'alerte? Vous voulez que je vous aide sur les véhicules autonomes dans la région sud, puisque les épreuves nautiques vont se dérouler à Marseille? Aider les territoires d'outre-mer à se doter de données cartographiques. Et donc, tous mes essais aujourd'hui ont lieu sur ces territoires-là en priorité. Parce que nous serons encore les derniers sur la 5G, nous serons encore les derniers sur les web services, nous serons les derniers sur le DAB+, nous avons été derniers sur la TNT. Et donc, toutes ces innovations dont on parle et dont on se gave aujourd'hui, d'intelligence artificielle, etc., le territoire qui m'a vu naître a beau être une région ultra-périphérique de la 6e puissance du monde, ben c'est encore un territoire émergent. Alors, la première utilisation du produit qui a été financé par l'Europe, c'était l'Observatoire d'Outre-mer, que vous pourrez voir demain. Donc, vraiment à destination. Valéria. C'est justement ce à quoi on veut pallier en produisant le rapport. Quand on l'a réfléchi pour la continuité territoriale, et pas uniquement de la métropole, mais aussi l'ensemble du territoire français. Et effectivement, si l'État n'assure pas cette continuité, et c'est ça problématique, financement public ou coopération privée ou régionale, peu importe, mais on doit assurer cette continuité. Parce que là, les start-upers, quand ils auront de la data, qu'est-ce qu'ils vont dire? La métropole, c'est bouché. Il y a déjà tellement de propositions, il y a des grosses boutiques, il y a des petites boutiques. On va innover là où on a la place de pouvoir le faire, là où on a la possibilité d'être créatif, mais à condition de leur fournir. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux algorithmes, on est les meilleurs rédacteurs d'algorithmes aujourd'hui au monde. Il n'y a pas une IA qui est développée sans un Français dans l'équipe. Ça n'existe pas dans le monde. Par contre, on manque cruellement de la donnée disponible, de la donnée gratuite pour pouvoir entraîner ces algorithmes. Et aujourd'hui, il n'y a pas une IA qui est créée en France qui n'est pas entraînée sur la bibliothèque américaine. Pas une seule. Et donc là, on a un gros travail à faire de logique d'influence. Parce que même si l'innovation n'est pas faite sur le territoire français, mais elle est créée avec les bases de données, avec la sémantique, le langage. On ne se rend pas compte les différences de langage entre l'anglais et le français quand il s'agit d'entraîner un algorithme. Avec la culture française, avec l'éthique européenne, si on ne travaille pas là-dessus, si on ne travaille pas sur cette logique d'influence, si on est toujours à dire « ça c'est ma data, ça je le vends, ça je le prête, ça je le contamine pour que ce ne soit pas utilisable non plus à 100%. » Non, si on reste là-dedans, si on est toujours sur la recherche du modèle économique et qui rémunère qui, on ne va pas avancer. Et qu'est-ce qui se passera? On vivra avec les innovations qui viennent des États-Unis, avec les e-docteurs qui viennent de la Chine. Parce que franchement, aucun de vous ne dira « je ne me soigne pas parce que ça a été entraîné sur des données qui n'ont pas été relevées de manière éthique ». C'est faux. Tout le monde dira, moi je veux la pointe de l'innovation en ce qui concerne le soin. Et on s'en fiche de comment ça a été créé. Donc si nous, on n'y est pas à la pointe de la pointe, on sera bien obligé d'utiliser les logiciels qui viennent d'ailleurs. Et le véhicule autonome et les e-médecins et ainsi de suite, on va être juste submergé si on ne se bouge pas et si on ne partage pas notre donnée. Mais massivement, la donnée de l'État, la donnée privée, on se bat depuis des années. Axel Lemaire était la première à dire il faut. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, alors les régions, ça va à peu près, mais plus on descend vers les départements, vers les communes, plus on se rend compte que le partage des données,
ne se fait pas, parce qu'il faut les accompagner, certes, mais il y a aussi une volonté parfois de certaines métropoles, de certaines communes, de dire non, moi je suis une zone non partagée. Non, mais on a quand même aussi savamment joué la compétition entre les territoires pendant des années. Et la nécessité aussi pour chacun d'exister pour pouvoir avoir son financement, etc. Donc on paye une politique désastreuse. Un certain résultat aussi. Je veux bien dire un mot en tant qu'élu régional sur cette question-là. Et nous, on a mis en place une politique d'open data assez offensive pour justement offrir des services en fait aux différentes collectivités, que ce soit les départements, que ce soit les EPCI. On vient de signer avec le Gers et les Hautes-Pyrénées la semaine dernière une convention pour que ils mettent toutes leurs données d'open data, alors qu'ils avaient déjà une antécédence en termes d'open data. C'était d'ailleurs plus avancé en fait que ne l'était la région historiquement. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de venir sur la plateforme régionale. Ils opèrent, on leur offre un espace en marque blanche et donc ils apparaissent avec leurs couleurs. Mais néanmoins, tout ça est totalement intégré et ça bouge. Je crois que le sujet, évidemment, François, tu as raison, il y a une histoire, il y a des raisons qui font qu'un certain nombre d'acteurs se disent « Oh là là, mais est-ce que mon existence est en jeu ?» Puis derrière, c'est pas juste une histoire d'inexistence institutionnelle, c'est aussi des personnes derrière, évidemment, et des emplois. Mais moi, je partage ce que Madame Formantian vient de dire. À un moment donné, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que on continue à se donner toutes les bonnes raisons du monde pour ralentir des choses, ou est-ce qu'on constate que les autres avancent extrêmement vite, et que pendant que on se pose toutes ces questions-là, eh bien, chacun d'entre nous, sur notre smartphone, on va télécharger la dernière appli qui nous rend un service qu'on trouve quand même super utile. On va cliquer « J'ai bien lu les conditions générales d'utilisation qu'on n'a jamais lues de notre vie », évidemment, et on va y aller. Voilà. Et le sujet, effectivement, il est là. Mais je pense que la prise de conscience est liée aujourd'hui. Je pense que la prise de conscience est liée. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve les organisations qui permettent de rassembler ces différents acteurs. C'est ce qu'on essaye de faire au sein d'OpenIG pour l'information géographique. C'est ce qu'on essaye de faire plus largement au sein d'Occitanie Data, où on mélange les acteurs privés, les acteurs publics, les différents niveaux d'institutions publiques, des institutions nationales, des collectivités territoriales. Voilà. Là, je crois que et les gens qui, au fond, partagent ce constat-là et qui se disent, là maintenant, il faut qu'on arrive à avancer ensemble. Alors, avant d'avancer ensemble avec la salle, tu voulais dire un dernier mot? Oui, un petit mot. Tout à l'heure, on parlait de carte HD et de véhicules autonomes. Il y a quand même un savoir-faire industriel derrière pour produire cette data, certains types d'outils à mettre en place. Nous, on a déjà publié plus de 600 000 km de cartes HD. On est impliqué et effectivement, le jour où il y aura un problème sur un service d'urgence ou pas, on ira voir exactement quelle était la qualité de la data derrière. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Autre chose aussi, en tant qu'acteur international présent sur cette table ronde, on fait aussi des choses pour ouvrir la data aux personnes et les gens sont tout à fait libres de venir tester notre data. On a mis en place un système qui s'appelle XYZ qui est sur notre développeur portal et qui permet à tout un chacun de venir se connecter dessus et un visualisateur qui permet de prendre n'importe quel set d'open data et de venir le monter sur une cartographie IR pour pouvoir produire très rapidement une data et de façon tout à fait gratuite. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter dans le débat. Voilà. Alors, on prend le temps de quelques questions de la salle. Préparez vos questions pendant que... Oui, encore plus brièvement. Juste en réaction aux propos qui ont été tenus sur l'outre-mer, je suis bien placé pour savoir que je mets tout en œuvre à l'IGN, et vous le savez, je crois, pour que les outre-mer soient traités de la même manière que la métropole. C'est un exercice difficile parce que, pour le coup, on n'arrive pas à trouver de sous-traitants très fiables, ou alors c'est des sous-traitants qui viennent des États-Unis quand on parle de la zone Antilles-Guyane, mais du coup on envoie des avions, etc. Mais voilà, c'est vraiment un souhait que les Outre-mer, ne serait-ce d'ailleurs que pour les politiques de souveraineté, la politique agricole commune, etc. Donc tous ces sujets, l'IGN vraiment fait ce qu'il faut pour qu'il y ait un traitement, je dirais, équitable et de l'ensemble du territoire national. Demain, c'est cet après-midi ou demain où nous aurons une présentation de la Guyane aussi sur donc un territoire encore plus particulier. On prend des questions dans la salle. Je sais pas si est-ce qu'il y a un micro qui circule ou pas. Non. Allez hop, je te passe le mien.
Bonjour, Jean-Roch Montréal, métropole de Lille. Donc une remarque à Madame la députée. Vous dites qu'on a perdu beaucoup de temps à chercher un modèle économique. Et effectivement, entre les différents acteurs sur les dernières décennies, ça peut être une grosse source de problèmes dans les collaborations, dans la diffusion. Mais je réagis donc à votre remarque sur la certification de la donnée. Est-ce que ça va pas être de nouveau une grosse perte de temps d'essayer de certifier une donnée dont les applications, dont les besoins sont ajustés en temps réel? En l'occurrence, c'est un travail qui sera fait par l'IGN à travers sa géoplateforme et sur la donnée souveraine. Donc, on ne parle pas de l'ensemble des données géographiques parce qu'effectivement, IGN ne peut pas être partout. Sinon, il faudra qu'on lui donne les moyens du ministère de la Santé à lui tout seul. Donc, mais effectivement, il y a des décisions qui sont prises par les ministères ou les services déconcentrés de l'État qui ne peuvent pas être prises sur la base d'une donnée qui n'est pas certifiée. Donc c'est à travers ça, c'est pour cela qu'il y aura une certification. Mais il n'y aura pas la moulinette IGN qui passera par toutes les données. On parle uniquement de souveraineté là-dessus. Et je pense qu'on peut aussi donner peut-être la parole à M. Burceau pour ajouter... Simplement pour compléter, il y a effectivement des données qui sont de nature extrêmement spécifique que l'IGN doit vérifier. Mais on évoquait tout à l'heure la BAN. Je prends toujours ce sujet comme exemple. Pour moi, c'est évident que les contributions des collectivités via le guichet adresse à la BAN sont des contributions que l'IGN n'a pas besoin de vérifier. Enfin, elles sont à partir du moment où elles viennent de tiers de confiance, il n'y a absolument aucune raison de les vérifier. Et les contributions également des citoyens de base, je dirais, on ne va pas s'amuser non plus, si demain on parvient à ce qu'elles alimentent la BAN, on ne va pas non plus s'amuser à les vérifier tous les jours. Donc tout un système et toute une quantité de données, il est évident que l'IGN ne va pas aller se mêler de regarder ce qu'il y a dedans. C'est pas notre rôle. Par contre, c'est sûr que quand nous produisons pour les forces armées ou pour la politique agricole commune, il vaut mieux que nos données qui ensuite sont utilisées soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de défense, il vaut mieux qu'elles soient sûres. D'autres questions? Monsieur Garinet. Oui, bonjour, Jean-Yves Garinet, Magélium. Une petite question pour l'IGN. En 2022, les données IGN seront libres. Sous quelle licence et est-ce qu'elles seront contaminantes? Je croyais qu'il ne fallait pas utiliser le mot contaminante, donc elles ne seront pas contaminantes. Non, la décision qu'a pris le gouvernement, suivant cela les recommandations de la députée, c'est que les données seront en licence étalable au 1er janvier 2022. Donc la réponse, elle est claire. Et on se met en ordre de marche pour cela, ce qui, effectivement, est une vraie contrainte sur le plan économique pour l'établissement. Enfin, juste pour donner un chiffre et sans en titre d'indication, les recettes de vente de données que nous avions ces dernières années oscillaient bon an mal an entre 5 et 10 millions d'euros par an. Donc sur un budget total de l'ordre de 150, c'est sûr que c'est une évolution forte du modèle économique, sachant que malheureusement, malgré tous les combats qu'on peut mener, je ne crois pas beaucoup que la subvention de base qui alimente l'IGN, la subvention pour charge de service public, augmentera dans les toutes prochaines années. Donc ça veut dire qu'il faut trouver effectivement des productions plus adaptées pour les politiques publiques à la demande, comme on le fait, c'est ce que j'évoquais, comme on le fait pour le ministère de la Défense, comme on le fait pour le ministère de l'Agriculture, ou comme on le fait évidemment en matière de prévention des risques. Enfin, bon, il y a toute une litanie de politiques publiques auxquelles on répond pour que ces recettes nous permettent effectivement, avec la subvention pour charge de service public, d'ouvrir nos données comme le souhaite le gouvernement. On prend encore 2 questions, sauf s'il n'y en a plus. Si, ça y est. C'est toujours un peu difficile de se lancer. C'est toujours impressionnant. Oui, désolé, je suis un petit peu partie prenante puisque je suis Bruno Calaba d'API. Je rebondis sur ce que disait monsieur à l'extrême droite. Désolé, j'ai oublié votre nom et j'ai applaudi votre intervention parce qu'on est en train de voir le train passer. Et je vais faire une comparaison qui n'est pas politiquement correcte, mais dans les années 80, il y avait les PTT ou France Télécom qui avaient inventé le Minitel.
C'était super, on était en avance en France. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a vu Internet, on a vu Google, on a vu les moteurs de recherche qui sont arrivés et qui nous ont dépassés. Et aujourd'hui, désolé Monsieur Bourseau, mais j'ai l'impression que l'IGN, c'est les PTT des années 80. C'est le Minitel des années 80. Et on voit le train passer. Et donc, il faut faire confiance aux acteurs privés, comme disait Monsieur Talgotte. Aujourd'hui, toutes les entreprises françaises sont capables de vous produire de la donnée, de faire de l'acquisition de données à des niveaux de coût et de qualité incomparables. Donc faites confiance. Et aujourd'hui, on va mettre le curseur à la date du 1er janvier, par exemple, et on est tout à fait d'accord avec vous pour travailler en coopération avec vous, à condition que vous édictiez les règles et que vous laissez la production aux autres, à ceux qui savent faire. Alors, et j'ai dit que mon intervention était volontairement politiquement incorrecte. Oui. Alors d'abord, juste pour vous signaler, pour revenir sur le marché défense, certes, c'est l'IGN qui est le délégué du ministère de la Défense. Nous travaillons historiquement avec des grands partenaires privés. Donc, on n'a pas la prétention de tout produire mieux que tout le monde. On a la prétention, je pense, de le faire dans certains domaines aussi bien. C'est tout à fait clair. Et pas forcément plus cher également. Ça dépend des sujets. Au niveau du prix, ça dépend des sujets. On ne connaît pas vos prix. On ne connaît pas les prix de l'IGN. Ça dépend des sujets, ça dépend des thématiques. Nous venons de lancer, je n'irai pas beaucoup plus loin, nous venons de lancer un appel d'offres pour avoir des orthos littorales. Malheureusement, le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attendait. Non pas tellement en termes de prix, mais aussi en termes de réponse à nos spécifications et nos exigences. Donc, effectivement, moi, je ne cesse de dire à l'intérieur de l'établissement que de toute façon, on ne pourra pas continuer à vivre en produisant tout seul, c'est une évidence, et que l'on doit, on va parler du PCRS dans les ateliers, il faut que le PCRS se déploie sur l'ensemble du territoire, c'est évident qu'il faut qu'il y ait une chaîne industrielle qui soit créée derrière. Donc je ne demande que ça, je suis absolument prêt à travailler. On voit que la demande de données, la demande de production de données augmente. Il est clair que l'IGN ne pourrait pas le faire tout seul. Par contre, j'ai effectivement la prétention que sur le plan technique, enfin c'est ce que les gens ont plutôt dit à la députée, et c'était pas moi qui l'ont dit, donc je tendance à dire qu'ils n'ont pas raconté d'histoire. Sur le plan technique, je pense qu'on n'a pas à rougir, que l'on produit dans des bonnes conditions, mais on ne peut pas le faire seul, et on doit effectivement avoir un réseau de sociétés privées qui travaillent avec nous et qui nous aident à produire. Encore une fois, un PCRS dans tous les départements, c'est pas nous qui le ferons, et il faut qu'on ait une chaîne industrielle derrière, et je suis pas sûr qu'on l'ait aujourd'hui. Et c'est bien une de mes préoccupations quotidiennes. D'ailleurs, je vais en reparler avec M. Talgotte. L'appel d'offres qu'on vient de lancer, encore une fois, montre qu'il y a un sujet. Donc je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais il faut effectivement qu'il y ait un développement derrière. Et je pense aussi, et je vous rejoins, que ce développement, il aura lieu si effectivement il y a des perspectives en termes de marché. C'est-à-dire qu'on est capable de dire ce dont on aura besoin, d'où la nécessité d'une orientation nationale, enfin via une gouvernance nationale au niveau d'un CNIJ, pour qu'effectivement il y ait des perspectives et que des industriels que vous êtes puissent effectivement se mettre en marche pour le faire. Voilà ce que je veux vous répondre. Donc sur un des plans, je suis évidemment en total désaccord avec vous. Sur l'autre, je pense qu'on a un travail à faire ensemble. Mais le but du jeu, c'est de travailler en commun, justement. Il faut tirer tous dans le même sens, quoi. Oui. Alors, un tout dernier mot à Gaël. Oui, je vais répondre un peu aussi. Vous répondre un peu aussi. J'ai volontairement été aussi un peu provocateur au début en disant pas un coup de griffe, mais je suis quelqu'un d'optimiste de nature. Alors, on a gagné les Jeux Olympiques. En tout cas, on a réussi à les avoir en Île-de-France, d'accord, et en région sud. On peut prendre date pour dans 5 ans, justement, prendre un peu tout le monde au mot. On a au bas mot 12-13 millions de personnes attendues pour ces Jeux Olympiques. Ça va être un défi colossal et on va avoir besoin d'énormément de données, de véhicules, de services, de web services qui vont devoir monter en puissance, des réseaux radio qui vont monter en puissance. Sauf que ces Jeux Olympiques vont se tenir dans 2 zones à risque majeures. L'Île-de-France, canicule, crue de la Seine, risque anthropique, parle de terrorisme, et la région sud qui potentiellement, Marseille, Cannes, Nice peuvent avoir des tsunamis. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts.
Donc, en l'état actuel des technos et en l'état actuel politiquement des décisions qui n'ont pas été prises jusqu'à présent, nous ne savons pas assurer la sécurité de nos côtes face à des risques majeurs aujourd'hui. On ne sait pas alerter les populations, on n'a pas mis en place les dispositifs que permettent de faire. Et là, les données souveraines sont stratégiques. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de vies qui sont en jeu si jamais une submersion marine venait à survenir à Marseille. Pour vous donner une idée, je vous renvoie à la séance du Sénat, de l'OPEX du 7 février avec le député Villani et le sénateur Courteau. Il y a eu ces 4 dernières années 2 alertes tsunami à Marseille. Elles sont toutes les 2 arrivées en retard. Nous allons recevoir des personnes qui ne parlent ni français, qui ne lisent pas forcément notre alphabet au moment des Jeux Olympiques. Et il faudra que ces données cartographiques soient en français, et c'est souveraine, très bien, super, mais qu'elles soient aussi translittérées, donc dans les bons alphabets et dans les bonnes langues. Vous avez 5 ans. Je te remercie parce que c'est voilà. Donc on a le débat pour l'an prochain. Hein, c'est comment la France se prépare aux Jeux. Géodata, comment la France se prépare aux Jeux Olympiques. Parce que effectivement c'est un sujet sur lequel j'essaye de me renseigner depuis quelques mois pour faire un papier. Et pour l'instant mon titre c'était Géodata, comment la France ne se prépare pas aux Jeux Olympiques. Donc je serais ravie d'ici un an de pouvoir faire un papier positif suite à un débat que nous aurons ici. On va s'arrêter là parce que le programme est chargé. La matinée n'est pas terminée. Vous l'avez compris, le rôle de la FIGEO dans tout ça, c'est de faire le lien, c'est d'être le lieu où on réfléchit, le lieu où on avance.